Bonjour monsieur, contrôle s'il vous plaît. Bonjour. On est les pires visiteurs de la journée. Alors, on va s'installer face à cette statue. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Qui relève de l'entrevue. Et aujourd'hui, on est à Vision du réel avec Ekiem Barbier, Guillaume Cos et Quentin Lelgouache. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. J'ai dit tout juste. Parfait, Ouais. c'était parfait. Yes, let's go. Et Alexandre, tu vas faire une petite introduction peut-être ? Donc vous êtes fait connaître en 2023 avec le long métrage Needs Island, disponible jusqu'à l'année prochaine sur France Télé, j'ai vérifié, pour ceux qui veulent le voir. Un film documentaire réalisé sur DayZ, ses joueurs et leur relation au monde numérique, suivi ensuite de votre série La Vraie Vie, où vous vous intéressez au roleplay real life des gens qui rejouent des situations de la vie réelle du continent sur une île. Cette idée de l'île et du continent, de la continuité entre le jeu vidéo et le reste de la réalité, et j'ai l'impression, engueulez-moi si je me trompe, au cœur de vos films. Et d'ailleurs, la première question qu'on avait à vous poser, c'est est-ce que vous utilisez toujours cette distinction entre monde réel et monde numérique ? Comment vous faites Moi, j'aime beaucoup justement cette distinction île-continent qui fait un peu comme si c'était un peu la même chose, quoi. Ouais. C'est vrai qu'entre nous, quand on parle, on a rarement besoin vraiment de faire la distinction. J'ai l'impression qu'on se comprend assez vite quand on parle de l'un ou de l'autre. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble et ça fait un moment qu'on traîne aussi ensemble parce qu'on est potes. Oui, il y a un peu un langage qui s'est fait, il y a une sorte de vocabulaire qui fait qu'on n'a pas besoin de remettre les termes en place. Ouais. Au début, je pense que quand on a commencé, forcément, on n'arrêtait pas de parler de ces deux mondes. Et puis, pour expliciter aussi ce qu'on faisait, on parlait du rapport au réel et du rapport au virtuel. Mais le rapport au virtuel, il ne se fait pas que dans les ordinateurs, c'est le rapport à ce qui est inventé, ce qui est projeté, ce qui est, etc., etc. Et à la fin aussi, pour nous, c'était de dire, en fait, c'est la même chose, c'est la vraie vie, ça existe. En fait, c'est pas quelque chose qu'on doit vraiment mettre à part. Et c'est aussi peut-être un positionnement que d'arriver à défaire cette hiérarchie en fait entre ces deux mondes et plutôt de parler juste d'endroits, voilà. Et c'est comme ça qu'on s'en est emparé quelque part. C'est un jeu qu'on a établi assez rapidement aussi entre nous. À la base, même notre premier court-métrage qu'on a fait en école, Marlow Drive, où c'était un peu le jeu de base de se proposer le fait que le jeu vidéo et le virtuel soient une réalité au même titre que le reste. Et on a joué à considérer ça. Et en fait, en y jouant, on s'en est aussi convaincu. Et après, on a fait le long-métrage et c'était le jeu d'y croire et c'était pour ça aussi qu'on faisait du documentaire avec, parce que pour partager ce sentiment-là et c'est vrai que finalement île et continent c'est intéressant parce qu'il y a une petite séparation, mais tout ça est dans le monde, quoi. Donc c'est un petit peu, je pense, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que il y a des excroissances, mais tout ça est relié. Voilà. Donc île et continent, c'est dans la vraie vie où les personnages font la distinction entre le réel et le virtuel en parlant d'île qui est le jeu et le continent qui est leur vie en dehors du jeu. Et en fait, faut rajouter un petit quelque chose, c'est que moi je me rappelle qu'au début de notre parcours un peu à travers ces différents films qu'on a fait, il y avait un peu, presque plus que le réel et le virtuel, il y avait aussi la question du documentaire et de la fiction, qui, je pense qu'on était peut-être tous les trois sur peut-être pas au même niveau à ce moment-là, mais il y avait toujours ce truc de qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Est-ce que vraiment c'est un documentaire ou de la fiction ? Moi, c'était quelque chose, je me rappelle, qui me travaillait pas mal, finalement, de se dire, dans Needs Island, il a toujours ce rapport du roleplay, de quelqu'un qui s'invente quelque chose, où on va tourner quand même dans une fiction, finalement, des gens qui s'inventent quelque chose. Et à quel moment c'est un rôle comme un acteur qui est en train de parler ? On est en train de fabriquer des images qui sont fausses aussi. Pourquoi on parle encore de documentaire ? Et voilà. Et en fait, finalement, un peu comme le réel et le virtuel, on a abandonné finalement ces questions-là et on passe à autre chose qui est c'est une réalité en quelque sorte. C'est une réalité qui a montré qu'elle soit fictive ou virtuelle, quoi. C'est presque comme ça qu'on a pris le travail de la réalisation en tant qu'artiste aussi. C'est réaliser, c'est rendre réel de toute façon. Donc on est un petit peu sur ce niveau-là, j'ai l'impression maintenant. Ouais, puis il y a cette scène super intéressante par rapport à ça dans Needs Island où il y a un chien qui aboie chez une des personnes. Donc t'as aussi, même si t'es en roleplay, même si t'es en train de jouer, t'as toujours le réel qui est un peu qui vient s'inviter. Ouais. C'est le 5e mur. Le second hors-champ. Le second hors-champ. La 8e dimension, non ? Le phénomène de la sœur.
Ouais, Ouais, le phénomène, ça. on appelle ça comme ça. Donc. Parce que c'est une référence très personnelle, mais c'est dans notre premier film où c'est arrivé avec la sœur d'un joueur qui parle. Et en fait, le personnage est chez lui, dans le jeu. Voilà. Et il est en train de boire. Et on entend sa sœur. Il me dit, ouais, c'est ma sœur. Elle est, je crois, je sais plus ce qu'il dit. Elle est dans une autre pièce, mais en fait... On a l'impression qu'elle est vraiment dans la pièce à côté. Il y a ce rapport-là qui est assez... Ben, pourquoi pas, elle serait en train de jouer et puis de... C'est vrai que c'est la première fois qu'on a vécu ce phénomène-là, et après on l'a cherché aussi dans Nice Island. Et le personnage de Fish avec son chien et ses enfants, c'est un peu la scène où on a réussi à attraper ce moment où effectivement il y a un second hors-champ, quoi. C'est-à-dire que déjà elle est pas dans le champ puisque c'est un jeu et que c'est un avatar, donc l'avatar est dans le champ, mais quand il y a le chien, il est dans un autre espace encore. Ouais. Tout est dans le cadre. Ça crée une faille d'espace. J'aime toi, tu m'as demandé dans la vraie vie, à un moment donné, il y a quelqu'un qui téléphone, le personnage principal téléphone à sa mère, mais dans le monde, en dehors du jeu. Là, tu m'as demandé, mais est-ce qu'il téléphone à sa mère depuis le jeu? Parce que vous avez vu une scène où il a le téléphone. Ouais. Bah, c'est un peu, il y a de la mise en scène, mais je me souviens que les premiers tests qu'on a tournés avec Victor pour la vraie vie, on vivait dans la même maison et il avait sa chambre. Et un soir, il y avait des micros, tout ça, et je me baladais, et il avait une conversation avec un proche, alors c'était pas sa mère, mais c'était une amie, je crois, qui raconte ce qu'il a vécu, et on a essayé de reproduire un peu ce truc-là, où il appelait vraiment sa mère, mais au téléphone, en vrai, quoi. Donc on a juste remis en scène. Mais ouais, mais quelque part... En fait, on a aussi fait un petit dispositif qu'on n'a pas vraiment montré dans la série. Mais on a... Donc sa mère, Victor, elle connaît pas trop les jeux vidéo, les ordinateurs, etc. Moi Et non du, plus, coup, du coup, on lui avait diffusé un streaming où je crois que c'est moi qui jouais. Enfin, on s'en fout, mais quelqu'un contrôlait en fait un avatar. Et on lui a mis sur Skype. Et du coup, elle voyait comme si elle était dans le jeu sans avoir besoin de jouer, quoi. Et elle est allée voir son fils dans le jeu sous forme d'avatar. Et elle a kiffé. Et elle lui a parlé, tout ça. Ah, c'est bien ici, tout ça. Et c'était assez... son fils, il n'était pas dans un super mood non plus, quoi, à ce moment-là. Donc, il subissait un peu le tournage aussi, en quelque sorte. Enfin, c'était, je pense, l'expérience qui était voulue, que pour Victor, ça soit dur de s'ancrer dans ce virtuel-là. Et du coup, sa mère, on sentait qu'elle était au petit soin un peu. Mais ça va, t'es sûr, Victor? Mais c'était pour l'aider à s'ancrer, tu vois, d'en parler à ses parents, quelque part. C'est un peu un truc de... Bah voilà, ça existe vraiment. De ramener la vraie vie dans la vraie vie, finalement. Voilà, c'est genre, qu'est-ce que t'en penses, maman, quoi. Peut-être on peut un peu parler du coup de votre nouveau film Normal Planet pour un peu introduire le film pour les personnes qui écoutent. Donc c'est à partir d'enregistrements de personnes qui visitent un musée que vous avez recréé votre propre musée dans VRChat, si Alex tu m'as bien dit les termes, avec un décor dont on va un peu reparler, mais moi j'ai dit un peu post-apo, il y a de la végétation un peu partout, les murs tombent un peu en ruine et des personnages assez rocambolesque. Et ce qui est intéressant, c'est que ça opère une forme de changement par rapport aux autres films, en tout cas que j'ai vus. C'est que vous créez plus dans et par le jeu vidéo. Vous allez enregistrer quelque chose préalablement, puis ensuite vous reconstituez avec le jeu vidéo. Pourquoi comment ça vous est venu l'idée de faire ce changement? Qu'est-ce qui a amené à peut-être ce revirement? Il y a eu plusieurs étapes, en fait. On a commencé en voulant faire jouer le jeu. Donc en fait, on avait une envie de création déjà, qui était un peu là, de dire est-ce qu'on pourrait pas se créer notre propre serveur, quelque chose où on invite les gens plus dedans, un peu plus comme une expérience dont on peut voir un peu tout ce qui se passe, quoi, avec un regard peut-être même plus du dessus, quoi, en quelque sorte, plus scientifique. Et puis progressivement, je crois que ça s'est simplifié pour amener à des captations comme ça, comme tu dis, dans le réel, pour finalement les animer un peu comme des marionnettistes. Tu vois, et d'un coup, d'en faire un petit théâtre du quotidien ou de choses familières comme ça. Et je pense que la simplification a aidé un peu. Le mot simple, je pense, c'est assez important dans ce film. Le film est assez simple. C'est aussi quand même pour des raisons de production aussi que finalement l'idée est venue quelque part. Parce qu'on s'est dit, si on n'était peut-être pas là disponible au même moment. Ekiem, lui, il allait chercher les sons. Moi, je faisais de la préparation technique. Quentin faisait des scans du musée. On n'a pas tous travaillé au même moment. Et après, on s'est rassemblés 2 semaines. Ouais, 3 semaines même, non? 3 ?
De tournage? Non, Bah, 2 de tournage, 1 de prépa, quelques jours. ouais, voilà, 2. Ouais. Et en fait, du coup, ça marchait bien dans le temps qu'on s'était imparti, de pouvoir pas forcément faire venir des gens dans un serveur, etc., et d'aller choper ça et de faire ça comme de la fiction. C'est ça moi, j'ai trouvé ça super d'ailleurs, de pouvoir jouer ces pistes et en fait d'avoir déjà un truc qu'on répète et qu'on rejoue. Et ça, c'était assez marrant de pouvoir faire de la fiction avec du documentaire, mais dans le dispositif. C'était aussi relié un petit peu à de la contrainte, comme tu dis, de temps. Il y avait aussi un espèce d'appel à projet que ce musée a fait à Montpellier, donc le musée Fabre, pour son bicentenaire, où ils ont demandé à des réalisateurs et réalisatrices de proposer des projets. Donc on a décidé de participer à ça, et donc il y avait aussi une deadline liée à ça. Et du coup, on a trouvé ce dispositif aussi en y réfléchissant et un peu, pas au dernier moment, mais pas au tout début, quoi. C'est quelque chose qu'on a trouvé en cours de route. Et je pense que ça fait partie du truc parce que, en fait, je pense qu'à chaque fois, on joue beaucoup avec les codes et les trucs. On a envie de un peu à chaque fois retourner la chaussette. En gros, c'est ce qu'on a fait pour Nitz. C'est ce qu'on a fait pour Nitz et c'est ce qu'on refait là. C'est-à-dire qu'on fait encore l'inverse de ce qu'on avait fait. Enfin, ce que vous expliquiez. Donc je pense qu'il y a un peu cette ambition-là, quoi, dans ce qu'on fait. De retourner la chaussette. Exactement. J'aimerais qu'on garde ce terme. Ne coupez pas ça au montage, hein, s'il vous plaît. Mec, me dis pas des trucs comme ça parce que. Mais en fait, il y avait aussi quelque chose pendant nos projets antérieurs, sur Nitz Island par exemple, on a perdu des rushs à des moments, et il a fallu faire ce geste qu'on voulait pas faire à la base, qui était plus de réparer un peu ces rushs-là, c'est de retourner des choses et de les remettre en scène. Les chaussettes. Retourner les chaussettes aussi. Merci ouais. Quentin. Et du coup, il y avait ce truc en fait, on se rend compte qu'on peut remettre les voix à l'intérieur de l'avatar. Dans Nitz Island, on avait cette envie de rester absolument documentaire, donc d'essayer d'être au plus proche de ce qu'on avait vécu pour retrouver ces rushs. Et là, finalement, il y avait un truc d'explorer cet accident qui s'était passé pour aller encore plus loin et comment embrasser un peu cette histoire de fiction, quoi. Enfin... Ouais. C'était très marrant de recaster aussi ensemble les avatars qui allaient interpréter les voix qu'on avait trouvées. Parce que finalement, moi, j'avais rencontré les gens, donc je les avais vus, et puis Guillaume et Quentin, non. Du coup, on s'est remis ensemble et on testait les avatars en balançant le son, en les faisant parler comme des marionnettes, quoi. Puis voir, se dire, voilà, ça marche bien. Des fois, on n'avait pas de doute, genre on a testé le premier quand ça marchait. Puis des fois, on ne trouvait pas. Ouais, et en fait, il y a un truc qui est assez... En le faisant, on se rendait un peu compte qu'il y avait quelque chose d'un peu expérimental là-dedans. C'est de l'animation, mais normalement, le film d'animation est toujours quelque chose où il faut préparer énormément, scénariser tout pour qu'une fois que ça soit fait, on n'y bouge plus. C'est le montage presque que tu prépares avant. Et là, on est dans du live, donc c'est-à-dire qu'on est en motion capture, on joue en même temps, on tourne les scènes avec cette caméra en 3D. Et en fait, tout peut se faire dans une improvisation, dans un test qu'on va garder... en rush, et ensuite il y a du montage, donc c'est de l'animation d'un coup qui est beaucoup plus facile à faire, à concevoir. Il n'y a pas de post-prod en fait, voilà. Presque pas de post-prod. Quasiment donc, pas, quoi. Donc il y a un peu un truc presque de l'écriture théâtrale, quoi, écriture de plateau, où voilà, on voit ce qu'on fait sur le moment avec les voix qu'on met en input, et on s'amuse, quoi, en fait. Et Kem se met en caleçon parce qu'il fait chaud. Il faisait très très chaud à ce tournage. C'était un des pires tournages qu'on a fait parce que déjà les tournages dans les jeux, c'est pas évident. Il y a, entre les problématiques techniques, le fait d'être dépendant d'internet, etc. Là, on a eu une coupure d'internet, je crois, pendant une journée et demie. J'avais oublié. Il nous restait les scènes les plus importantes à faire et tout, et il n'y en avait plus internet. Donc on est dit, mais là c'est mort en fait. On doit quitter la baraque. Après, on peut. Et c'était un peu des moments pétage de câble comme ça. Et il faisait extrêmement chaud et on avait des trucs de motion capture qui chauffent en fait, et les casques. Et moi, j'avais jamais vraiment fait de VR pratiqué, quoi. Et là, du coup, nous, avec Guillaume, on réinterprétait du coup toutes ces voix corporellement, donc avec les capteurs. Et donc on refaisait les scènes plein de fois, et en VR, il faut se replacer au même endroit. Et t'avais la gerbe un peu. Mais tout oui, le temps, en fait, j'avais vraiment le motion sickness c'était... du truc de la VR qui, bon, je m'y suis fait, mais c'était vraiment un truc dur à passer, quoi. Les trackers, ils arrêtaient pas de sauter, de bouger. Du coup, des fois, les personnages, ils avaient le bras derrière. On n'était pas en studio, vraiment. Non, on était vraiment à l'arrache quand même, faut le dire. Mais je crois que ça fait partie de notre... à chaque fois, ce qu'on fait, c'est un peu... sur Nitz Island, on savait pas jouer aussi, enfin, ça se voit dans le film, je pense, mais
dans la vraie Au vie, début, il y a en un- tout il y cas. a On se un- débrouille. on se débrouille, mais ça fait presque partie un peu de notre Ah, c'est ça. où il y a toujours une galère un peu dans Ah, ce il y a qu'on est en train de toujours une faire. galère. C'est ça qui fait peut-être Moi, je un peu une pourrais faire patine. un quoi. tuto maintenant sur Daisy pour expliquer. Je suis sûr, je m'en souviens Maintenant, de oui. tout. Bientôt Ça la, m'a cha- tellement la chaîne YouTube. traumatisé. Bientôt, ouais. C'est vrai que je me disais ça tout à l'heure, je dis, ils ont vraiment trouvé le truc parce que du coup ils peuvent tourner en caleçon chez eux devant leur jeu vidéo, ils ont pas à se trimballer les caméras. Eh ouais, non. Pratique. Putain, ouais. Mais c'est que, du coup, pour revenir sur Normal Planet, c'est vrai qu'il y a ce truc des avatars qui est hyper marrant. Et moi, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à la fois la drôlerie du réel, on sent que ça vous fait marrer aussi. Vous avez une sensibilité pour qu'est-ce qui est drôle dans les phrases des gens, comment les gens parlent et ça. Mais après, vous le rajoutez en plus avec l'avatar qui vient de créer un espèce de contraste, qui vient rajouter 2 blagues. Mais il y a toujours ce truc, on en discutait. Il y a aussi une forme de respect aussi pour ces gens que vous filmez. Il n'y a pas l'envie de se moquer ou quoi. C'est drôle ce qu'ils disent et en plus on rajoute une couche par-dessus qui est le jeu. Ouais. Oui, en fait, c'est la situation qui est drôle, c'est pas eux à leur dépens dont on se moque ou il y a. Ouais, c'est pas. Ouais, bien c'est pas souvent, on est quand même plus charmé qu'autre chose. Ouais, je crois. Mais c'est vrai que par exemple, pour le moment où c'est un EHPAD qui est au musée, du coup, et que. Comment il s'appelle, Patrick? À la base, enfin bon. David, le guide? Non, l'un des. Salvatore. Il y a Salvatore. Mais enfin voilà. Et puis là, il y a des choses comme ça qui proviennent vachement, je pense, de notre culture. Il y a des choses qui viennent aussi d'une envie d'être simple et un peu. Ouais, très essentiel. Mais par exemple, voilà, il y a l'un des personnages qui a un certain âge et c'est un dinosaure. Voilà. Donc c'est. Bien sûr. Et en fait, c'est un dinosaure parce que. On n'est pas des intellos non plus. Hein. Pourquoi pas, quoi. Voilà, allons-y, en fait. Et au début, il y a un truc aussi avec une bouteille. En fait, il y a un truc avec une Ça m'a bouteille. fait Et tellement le rire. truc, c'est une bouteille, voilà, c'est tout. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui font un peu plaisir parce que. Ouais, En fait, on voyait qu'il arrêtait pas de dire pas d'eau à l'intérieur à tout le monde. Enfin, ce qui était drôle aussi, c'était la répétition. Moi, quand j'ai mis les micros sur les employés, à la porte, c'était génial parce qu'il y avait vraiment toujours vous faites pas ci, vous faites pas ça. Et il y avait cette défilé de personnages qui se proposaient comme scène à l'audio déjà, en fait. Donc, juste d'habiller ça, c'était hyper fun. Donc, effectivement, à chaque fois, c'était un peu une blague. Alors là, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Ils se font fouiller? Est-ce qu'il y a un problème? Et du coup, on a essayé de compiler un peu ça. Pourquoi la carpe caméra La carpe mera. Attends, c'est quoi, c'est ça? Le poisson. Ah, c'est une carpe? Ah, mais tu m'apprends quelque chose. Ok. Si, c'est ça, c'est une carpe. Bah ouais, basse, c'est c'est une carpe, ouais. Ah, ok, C'est une ok. caméra. On vient de le trouver, c'est génial, j'adore. On trouve des idées. Bah, le film a un peu été chamboulé, mais au début, on voulait vraiment que ce soit l'histoire, une aventure d'un poisson dans un musée aussi, qui se balade et qui. Puis progressivement, l'idée, c'est peut-être un peu évaporé, et finalement, c'est plus les personnages qu'on retient, Mais ça a quand même laissé la trame d'un point de vue un peu flottant, un peu hasardeux, un peu stupéfait, Ouais. qui était aussi nous au regard de ce qu'on avait récolté. En fait, ça a donné un point de vue parce que c'est moi qui filmais du coup pour ce film et j'avais toujours en tête qu'il fallait que je filme un peu comme un poisson, ce qui est un peu absurde, mais tu vois, dans ce truc Ça comme donnait une j'étais- intention, ouais. une intention de tournage quand même, tu vois, j'ai l'impression qu'il fallait que je sois comme dans l'eau un peu, tu vois, cette sensation où tu flottes, demi-flottes comme ça, et ça fait ce truc aussi un peu cassé de ce film qui Il mollesse un peu, il y a un truc. Mais au départ, on voulait que ce soit un poisson qui vivait dans un serveur, enfin dans un monde de poissons. Et en fait, il avait envie d'aller voir d'autres trucs. Et il passait à travers des portails. À partir des portails. C'est devenu que l'intro finalement. Spatio-temporel. Et puis il allait arriver dans le musée et faire blop, 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 et il se demandait. Voilà, qu'est-ce qui allait se passer. Mais c'est l'intro, mais on l'a pas forcément, voilà. Mais j'avoue que Hyper moi, développé. personnellement, je me suis aussi relié à ce point de vue quand j'ai été tourner le son au musée et que je cherchais les gens. J'étais un peu, bah ouais, je me sentais un peu comme ça en fait. J'étais là pour un truc, pour quoi en fait, pour regarder les gens en fait, pour les surveiller. Enfin, je savais pas trop, tu vois. Et l'idée c'était de caster sur place les gens, donc je suivais un peu les gens comme ça. Il y a vraiment cette sensation et du coup mais je voulais pas trop qu'ils me remarquent, donc j'étais un peu en mode
d'espion. En plus, c'est Cam, il a une sorte de capacité très très forte on n'entend pas ses pas. Donc, il nous fait souvent peur avec Guillaume en tournage, c'est qu'on l'entend pas arriver, du coup il est très très fort, c'est vraiment un poisson. Ouais, bah, écoute, ça a marché parce que finalement, j'avais que 6 jours au musée. Et moi, je m'attendais vraiment à avoir beaucoup de refus avec des gens qui allaient me dire non, laisse-moi tranquille, je suis au musée. Et voilà. Et en fait, en faisant une petite travail préparatoire où je les suivais comme ça, des fois pendant 5, 10, 15 minutes, à écouter un peu ce qu'ils disaient, c'était quoi l'ambiance de la conversation, est-ce qu'ils avaient un rapport particulier ou pas, ces gens-là. Et à chaque fois que j'ai été demandé, les gens acceptaient en fait. Donc il y avait un truc assez fluide qui s'est fait comme ça, où les gens, à ma surprise, acceptaient le dispositif assez facilement et oubliaient aussi assez facilement le micro et du coup nous donnaient un peu les choses qu'on attendait de ce dispositif, même si c'était un peu incertain. Il y a un moment, quand je suis tombé sur les 3 jeunes filles là, qui font leur première fois au musée, je les ai jugées en les voyant, en me disant c'est la première fois qu'elles viennent au musée. Et en fait, c'était vraiment ça. Et il y avait tout ce truc avec les micros où elles faisaient comment on dit, pas des appels, mais elles s'adressaient, elles faisaient des adresses au micro qu'on a essayé de gérer avec leur téléphone et tout ça. Et j'ai calculé que ça passait bien après parce que on l'oublie, ouais. Les gens ils pensent vraiment qu'elles sont en train de faire beaucoup de TikTok parce ouais. qu'elles parlent de TikTok et tout ça, mais en fait elles en font pas tant. C'est juste que nous on a rajouté toutes les adresses au micro en les scénarisant comme si elles parlaient à des followers potentiels ou tu vois un truc. Ça se voit pas. Si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su. Ouais, mais ça c'est cool parce que c'était un peu des trucs de mise en scène qu'on aimait bien y croire quoi. Donc tu les captais aux cravates, c'était pas à la perche. Alors je les attendais, je restais à l'entrée, je voyais un petit flippant, peu s'il y avait de la population qui rentrait cette équipe, puis après je me disais je les retrouve dans une salle, qu'est-ce qu'ils vont voir, ils restent, ils sont pressés, ils parlent ou pas. Et j'essayais de trouver un peu un truc éclectique quoi, où tu avais justement finalement des jeunes, des vieux, des gens qui se connaissaient plus ou moins. Et, pardon, juste ta question, j'ai peut-être pas. Si c'était. Donc, du coup, tu avais mis des cravates. C'est ça, en fait, c'est des HF sans fil, et je les laisse. C'est pour ça qu'après, en fait, ils oublient le micro. Et dans cet oubli, il y a un truc semi-inconscient où tu sais que tu es enregistré, et en même temps, tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de te regarder ou de t'écouter en direct. Donc, c'est même un message laissé pour plus tard. Donc, les gens peuvent y glisser des choses. Et c'est comme s'ils le savaient inconsciemment, et c'est pour ça que la matière est intéressante avec ce dispositif au son. Du coup, vous avez répondu à un appel pour quelque chose qui était au musée, parce que nous, on s'est posé la question effectivement de pourquoi un musée. Et on avait un peu, critique du cinéma, on part dans des techniques interprétatives, mais ce qui est marrant, c'est que le musée, c'est quand même le lieu de l'art conventionnel, ultra légitime. Et à l'inverse, le jeu vidéo, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est l'art qui n'est pas du tout légitimé. Et on se demandait s'il y avait eu une envie aussi là-dedans de, je sais pas, venir les faire se rencontrer et dialoguer ensemble. Pourquoi le musée ? Et après, du coup, pourquoi lui donner cette esthétique-là à ce musée ? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça ? Rien n'est contrôlé. si, quand même, c'est vrai que c'est comme... comme... Faut pas dire ça. Comme on disait, c'est vrai que dans notre réflexion à nous, on n'aurait peut-être pas amené le musée, mais finalement, il a servi de support pour plein d'autres choses. Et direct, quand on a commencé à en parler du musée, je veux dire, on avait des points d'intérêt aussi en commun, des questions sur la sécurité des œuvres, comment est-ce qu'on pourrait être transgressif dans le musée. On était aussi parti sur des trucs avec des ados, donc il y avait quand même des intentions. Ouais, puis c'est un bon exercice aussi ce type d'appel à projet parce que ça te met un cadre. Et là, nous on avait une envie d'expérimentation. Et là, ça te met un cadre où on se permet d'aller jouer, d'aller tester des choses qui peuvent tomber, qui peuvent se casser, qui peuvent mal apparaître à l'image, mais qui donnent quelque chose, quoi. Le scan, ça répond un peu à ce même mouvement, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose, on n'est pas non plus technicien, on n'est pas professionnel du scan 3D pour l'envoyer à Google Earth ou ce genre de choses, tu vois. Donc l'idée, c'est de fabriquer quelque chose qui tient assez la route pour être à l'image et donner une esthétique particulière, et est-ce qu'elle nous suffit ? De la même manière que les avatars sont quand même des avatars faits par tous les joueurs de VRChat, donc il y a presque quelque chose d'open source là-dedans, qui est encore peut-être même relié au monde plutôt du documentaire que de la fiction, où en fait on fait participer aussi, on invoque tout cet univers-là des gens dans le film aussi, et c'est on peut imaginer le jeu vidéo aussi comme une plateforme qui est plus proche d'Internet que du jeu finalement. Et du coup, il y a un truc où tout le monde s'exprime, tout le monde crée quelque chose, et on n'est pas loin d'un musée, en fait, quand on visite un jeu online où les gens font quelque chose. On est en train
voilà, de visiter quelque chose où il y a de l'expression, quoi. Donc les choses comme ça. Le musée un peu fragile aussi. Enfin, je trouvais que ça nous a parlé, quoi. Je pense qu'il y a un truc de, bah ouais, effectivement, du coup, le scan n'est pas parfait, donc en fait, il est cassé. Mais en fait, bah, c'est beau, voilà. Et je pense qu'on travaille beaucoup. Tu tombes sur quelque chose, en fait, tu regardes, tu fais, bah en fait, ça marche bien. Donc c'est des choses qui viennent comme ça. Malgré qu'on avait quand même l'idée déjà d'un espace virtuel aussi qui pouvait être pollué par d'autres, qui pouvait aussi avoir on pensait déjà un peu à ce côté post-apocalyptique du musée. Ouais, déjà au début, il y avait tout début. cette fiction qu'on se racontait que c'était peut-être un serveur qui était en décrépitude et que plus personne n'allait visiter forcément et que il s'était un peu dissous, quoi. Ouais. Et ce truc de c'est dans un serveur, c'est dans un serveur. C'est normalement dupliqué en plein de fois, puis en fait normalement c'est pas censé être abîmé, mais peut-être on se dit de jouer ce côté de données perdues, de désarchivage, archivage, décodage, etc. qui plante. Je pense aussi c'est une manière un petit peu de rebattre les cartes, je dirais, de la perception qu'on a du numérique, enfin du virtuel. Un autre parallèle que vous avez un peu dit qu'on peut faire, c'est que le musée, comme par exemple le Verchat, c'est ça le mot terrible. On dirait que j'ai 50 ans. C'est ça. Ça peut parler. Verchat. Verchat. Pardon. Mais que c'est un peu des endroits où en fait différentes générations peuvent se rencontrer et que en fait mine de rien il n'y a pas tant d'espace où les générations coexistent dedans alors que au musée là t'as quand même capté des ados comme des personnes plus âgées, puis j'ai l'impression que dans les jeux vidéo aussi on peut avoir quand même ça, même si ça reste peut-être Salvatore il avait 98 ans, je pense qu'on l'aurait pas trouvé sur un serveur de... Il a 98, Salvatore. Wow. Les deux, ils étaient super âgés et en fauteuil. Ah ouais, ils étaient en fauteuil en plus. Mais d'ailleurs, ça me fait rebondir sur une autre question que je voulais vous poser, parce que en fait, quand on voit le film, en tout cas nous, quand on l'a vu, on n'a pas capté pendant le film que c'était des conversations qui avaient été enregistrées au préalable. On pensait, et aussi parce qu'on a vu vos autres films, que c'était de nouveau du live dans un jeu vidéo. Et du coup, moi, j'avais envie de croire que Salvatore il jouait aux jeux vidéo et ça me faisait trop plaisir. Mais c'était pas grave. Après, quand à la fin, on voit donc dans les crédits et le générique que ça apporte comme une double lecture ou un peu un double plaisir. Quand tu le regardes, tu dis yes, ces gens jouent aux jeux vidéo, et quand tu l'apprends, tu fais ah mais c'est pas grave, c'est trop bien fait comment ça a été recréé par-dessus. Et ça, est-ce que c'est un effet que vous avez cherché à créer avec votre film ? Je crois que ça s'est fait un peu tout seul finalement. Mais ça, on y a pensé. On y a beaucoup on s'est dit non mais on a beaucoup réfléchi à ça. Au montage particulièrement. On réfléchit beaucoup. Ouais. Au montage particulièrement, quand on se pose la question de se dire comment va être compris l'objet. On s'est dit effectivement c'est possible qu'il y ait des personnes qui se disent même on a mis un dispositif de VR et de mocap dans le musée et proposé à des gens de le faire. Même en lisant le message à la fin, tu pourrais te dire qu'on le fait au musée, quoi. Que c'est pas rejoué. Et du coup on s'est dit qu'on aimait bien aussi cette version. Et je pense que dans les secrets de fabrication entre guillemets, il y a peut-être des options ou des chemins. On se dit ah non, on n'aimerait pas qu'on croie que c'est ça. Mais là, ça ne nous gênait pas, on aimait bien ces versions-là. On peut croire aussi qu'ils se sont prêtés au jeu, justement. Ouais, on mais a c'est un de la peu même manière que... Attends. Non, vas-y. Mais quand tu regardes un spectacle de marionnettes, tu oublies la main dedans, tu vois, et tu crois à la marionnette. Et c'est l'idée du truc, quoi. C'est tout l'artifice qui est un peu chouette, quoi. C'est vrai que c'est assez particulier de se mettre d'accord sur une vérité à être collectivement connue des spectateurs, qui serait qu'en fait on soit au courant des tenants et des aboutissants de la fabrication d'un film et de leur accord d'avoir été enregistré, etc. Enfin, c'est tout un mélange de choses qui sont pas forcément... Je trouve qu'il n'y a pas forcément de réponse par rapport à ça. Seulement de dire à un moment donné genre ouais les gars en fait c'est du documentaire. Mais peut-être parce qu'on a peur parfois de faire un documentaire qui soit considéré comme une fiction et du coup qui pourrait être peut-être mal joué. Les gens vont dire mais c'est mal joué, je veux dire, parce que c'est quand même très bien joué du coup. Mais en fait oui, mais du coup on peut. Est-ce que c'est c'est une mauvaise fiction ou un bon documentaire? Parce que si tu dis que c'est un documentaire, dis du coup c'est normal, tout est normal. Tout est acceptable puisque c'est du documentaire. C'est un peu une mauvaise fiction et un mauvais documentaire.
Moi, j'aurais adoré écrire ces dialogues. Perso, tu vois, je serais très fier d'avoir fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'était un enjeu très particulier aussi par rapport à Nitz, notre premier film. Là, c'était plus important cet enjeu-là de faire comprendre les choses, même pour la vraie vie, d'arriver à ce qu'on nous suive quand même un minimum au départ. Là, il y avait moins de pression là-dessus. Et on a plus accepté toutes les lectures possibles. Nous, ça nous dérangeait pas en montant. On se disait que les gens au milieu se disent... en fait, c'est même plus kiffant, quoi. Plus kiffant de se dire qu'au milieu, tu vas réaliser, mais en fait, la grenouille, elle existe, quoi. Et c'est trop drôle, on cherchait un peu ça. Bah ouais, puis en fait, ce qui nous faisait marrer, et je crois que c'est ça qui fait l'humour du film quand ça fonctionne, c'est que tu sens ces couches derrière et tu t'en rappelles. À des moments, tu prends de la distance et tu te rappelles que, ah oui, il y a une réalité, et en fait, d'un coup, là, ça redevient un dinosaure, puis en fait, non, c'est quand même cette personne-là. Et ces deux choses-là, en fait, frictionnent et créent un humour d'un coup de situation, quoi, vraiment. Moi, quand je passe à Cédric, pour moi, c'est une. Je l'ai vu en vrai, mais pour moi, c'est une grenouille. Ouais, maintenant. ouais. Et c'est drôle parce j'ai trouvé comme une sorte de ressemblance quand même. Parce que moi, du coup, je l'ai pas. Et il y a quelque chose de. En fait, d'un coup, tu sais, on a tous un peu un visage qui pourrait être animal, et un peu ce truc-là, on pourrait tous se comparer. Et on n'était pas trop mal tombés à des moments. J'ai pas vu tout le monde, mais non, il y a quelque Oui, chose. mais c'est vrai que sur Cédric en particulier, déjà c'était le gardien le plus sympa, quoi, qui voulait vraiment m'aider à faire des trucs. Il était ok, tu vois, pour que je lui mette le micro, ça avait pas l'air de. Il y a des gens, c'était un peu compliqué. Je me souviens quand je suis arrivé, je suis allé au poste de sécurité, j'ai rencontré un peu les gens, les supérieurs hiérarchiques qui m'a dit viens, on va faire la tournée, on va demander à tous les gardiens et gardiennes du musée s'ils sont ok. Mais sauf que je suis avec leur boss, quoi. Et je viens leur dire vous voulez pas mettre un micro? Du coup, il y a plein de gens qui étaient assez timides, qui avaient un accent et qui allaient me dire non, mais moi je parle pas bien, enfin tu vois, et des trucs où moi j'avais vraiment envie de les rassurer en disant, parce que je sais pas, les gens ont une expectative quand même, ils se disent ouais, ils veulent un truc sérieux, quoi. Quand tu viens au musée enregistrer, faut pas déconner. Alors que nous, justement, c'est exactement ça qu'on cherchait, c'était les débordements, les moments un peu plus personnels, tout ça. Donc ouais, il y a plein de gardiens qui n'ont pas accepté, et Cédric il s'est vraiment prêté au jeu, et il était trop chaud. Et même redit, quand on s'est revu avec lui, il m'a dit oui, si vous avez besoin de refaire des trucs et tout. Il voulait rejouer, quoi. C'est marrant parce que quand on montait, on s'est dit, à la fin, il clôture un peu le truc quand même, et il y avait même une scène chez lui qui prenait plus de temps, où en fait il rentrait en voiture et puis il se garait. Avec le poisson d'ailleurs. Avec le poisson. Et en fait, ouais, il y avait, on voulait se dire, peut-être qu'on peut atterrir dans sa vie tout en restant dans le jeu, en fait. Donc c'était un peu l'idée de possible poursuite de... En vrai, s'il y a des financeurs qui écoutent ce podcast, on est chaud Voilà. de faire la suite. Salut. C'est un appel, ouais. Mais est-ce que j'essaie de tout rejoindre, parce qu'il y a cette idée du musée, comme tu parlais, de l'art un peu dominant, etc. Toi, tu te disais, c'est leur première journée au musée. Et je trouve avec le jeu vidéo, du coup, vous gommez tous ces a priori, parce que nous, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, on ne sait pas s'ils sont petits, grands, s'ils ont des lunettes ou quoi. Et du coup, c'est que par leur parole qu'on comprend quelque chose d'eux, et on peut accéder à ces gens-là d'une façon où on l'aurait pas fait si vous les aviez filmés pour de vrai. Et du coup, on accède aussi peut-être à un autre réel vous parlez de documentaire, fiction. Mais je pense que vous, en fait, aussi peut-être on accède à une autre réalité, mais qui est là. C'est marrant parce que tu dis on les efface, mais on les efface avec un gros marqueur, quoi. Ouais. Ça exagère au contraire même les trucs des fois. C'est-à-dire que on fait la caricature d'une voix, on augmente un peu même le truc. Où on essaye de révéler par une exagération aussi des fois des trucs. On n'en est pas vraiment sûr, vous le savez, mais nous, en tant que spectateurs, on se dit est-ce que au contraire ils sont allés dans l'inverse, ou au contraire ils sont allés dans dans l'exagération. Et moi, ça nous a fait penser, peut-être aussi pour ça qu'on a beaucoup aimé Normal Planet, ça nous a fait penser à Sophie Le Tourneur, à comment elle filme, parce qu'elle enregistre d'abord le réel et après elle rejoue. Et si tu le sais pas, tu le sais pas. Mais il y a aussi ce truc de sélection de qu'est-ce qui... Toi, tu parlais de sensation, parce qu'elle a fait un film énorme, elle a un énorme ventre, mais c'est parce que c'est ce qu'elle ressentait, elle avait l'impression d'avoir un ventre comme ça. Et il y a aussi cette truc de sélection du réel, qu'est-ce qui fait plus réel, on va dire. Et on se demandait comment vous avez sélectionné à la fois les gens, s'il y en avait plus que ce que vous aviez montré, et comment vous avez sélectionné ces moments-là particuliers que vous avez choisis. On se retrouvait quand même avec ils avaient de l'autonomie pour plusieurs heures d'enregistrement, les micros, et souvent c'était 1 à 2 heures les visites.
Donc tu avais 1 à 2 heures de son par couple ou groupe de personnages. Quand c'était l'EHPAD, je les ai suivis. Donc j'étais là. Donc je savais un peu, je savais ce qui allait être intéressant ou pas. Et il y avait des fois, j'étais pas là, donc c'était surprise. J'écoutais, puis après on écoutait les trucs. Et comme on avait très peu de temps, j'ai vite aussi dégagé ce qui me semblait être les trucs un peu phares, quoi. Les vieux qui finalement parlent aussi de sensualité dans l'art, d'un truc un peu lié à la sexualité aussi. Les filles qui ont un truc par rapport au corps, le fait que les gens sont tous à poil et qu'il n'y a pas de personnes grosses ou de personnes ils sont tous pâles, ils disent à un moment. Et ça a posé des super bonnes questions qu'on a vraiment aimées. Donc après, on a dégagé tout ça qui était ce qui faisait le sucre de tout. Puis il y avait l'idée aussi de les faire dialoguer un peu entre eux, finalement, où tu sens... Ça pourrait presque se passer dans une même journée tous, et ils se croisent, et les sujets aussi se croisent. Donc il y avait ce jeu-là... Nous, à la mise en scène aussi, on a un peu tenté ce genre de choses, où une sensation de croisement entre les personnages, qui sont légers, mais qui sont presque comme des sensations. Et je pense que dans le dialogue aussi, quand toi t'as monté les voix, il y avait ce rapport-là aussi, quoi. Je suis en train de me souvenir d'un des trucs les plus hardcore, c'était... en fait, t'avais scanné, pas toutes les pièces du musée, mais on avait quand même une bonne partie. Il fallait décider lesquelles on allait travailler et mettre un peu en avant. Du coup, moi, en réécoutant, j'essayais de savoir dans quelle salle ils étaient, pour qu'on puisse les mettre face au même tableau. Donc des fois, on a trouvé, il y avait des points qui pouvaient pas tromper, genre le tableau de Cabanel avec l'ange déchu, là où on savait que c'était celui-là, dit le nom. Donc faut imaginer que les repérages là pour chercher le tableau, c'est aussi encore dans la réalité virtuelle où tu te balades dans ton truc 3D pour chercher le tableau. Putain, c'est celui-là, et t'es dans l'avatar dans lequel il y a une petite grenouille qui dit bon, il est ce tout tableau, pixelisé. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y a aussi un rapport, même dans la fabrication du film, c'est un peu absurde. C'est vrai qu'on a ça pourrait faire un autre film presque. On revisitait notre propre musée qu'on avait. Ouais, c'est ça. Ouais. J'avoue, ça pourrait faire un deuxième film. Non, et même d'ailleurs dans le montage, que tu dis, il y a un moment où il y a un cut très explicite où ça répond à la scène, je crois, non? Ouais, Quand il y a les, sur les un vieux tableau qui de disent un nu. truc, puis hop, on passe sur les jeunes qui disent, ah, il est à poil. Ouais, exactement. Ou créer des liens. Ouais. Et moi, les ados, je les ai trouvés trop cool. Je travaillais avec des ados et c'est trop ça. Et on se disait aussi que c'est ouf comment elles sont self-aware de ce que les gens disent d'elles. Ou elles disent, les gens pensent qu'on est matrixé par les réseaux. Ou elles disent même, on est matrixé par les réseaux sociaux. J'en ai marre de cette génération matrixée par les téléphones. Ouais, on est un peu exactement. tous conscients de le trait de notre génération ou nos problèmes un peu de qui on statue dans la société aussi. Tu vois, on se moque tous un peu de nous-mêmes. Et elle le faisait pas mal, elle, quand même. Non, il y avait un truc assez génial. Et je pense que c'est aussi dû à ce micro fantôme. C'est-à-dire qu'elles avaient des choses à dire aussi. Tu sens à des moments que c'est en plus. C'est pas un truc qu'elles auraient forcément formulé comme ça ou dit. Même le truc, la génération matrixée par les téléphones, peut-être que c'est un truc où elle voulait se distancer de ses copines qui faisaient ça et qu'au micro, on se dise pas que... Tu vois, il y a vraiment un truc comme ça. Donc c'est provoqué par une mise en scène aussi. D'apporter un micro, peut-être on peut dire des trucs qu'on ne dirait pas et on a un message à faire passer, quoi. Oui, le fait que la caméra, elle influence de toute façon la façon dont on se comporte et elle va faire dire des choses. Ouais, c'est vrai qu'elles ont direct ce truc de vlog, quoi. Enfin, elles savent très bien faire, quoi. C'est genre... Elles augmentent en fait leur expérience en la partageant instantanément. En fait, tout est partagé dans une multiplicité de... Comme si, voilà, déjà ça existait aussi dans l'archive. Enfin, il y a un truc comme ça aussi qu'elles peuvent activer en ayant ce micro. Et elles en sont très bien conscientes. Elles n'oublient pas ce micro. À contrario d'autres personnages qu'on a pu enregistrer. Donc, on voit cette articulation de comment elles perçoivent aussi l'espace et comment elles le regardent et quelles références elles ont par rapport à ça. Et je trouve que c'est hyper intéressant à écouter et qu'elles sont elles sont dans une critique vachement. Elles sont très sensibles en fait. Et je pense que ça nous a vachement aidé à faire ce film quelque part. En fait, c'est trop. Elle porte un peu le film. Ouais, je trouve. Mais c'est drôle, juste ça me fait penser que les ados sont de plus en plus un peu comme des documentaristes aussi avec leur. Tu vois, à commenter, à cadrer et à parler du quotidien comme ça constamment, à le filmer. Ça devient pas un rush que tu vas composer après derrière, mais ça devient un truc au quotidien comme ça.
tu documentes ce que tu es en train de regarder et d'expérimenter. Ouais, archiver. Mais c'est marrant parce que quand tu leur mets une caméra, ça crée quand même autre chose qu'un téléphone. Ils ont plus l'habitude, j'ai l'impression. Ça sent le vécu, là. C'est Ouais. ça. Un peu. Mais je voulais revenir un peu sur ce que tu disais parce que c'est intéressant. J'ai l'impression que dans Needs Island et dans Normal Planet, on a un peu ce même mouvement où vous suivez un peu des gens et à un moment donné, il y a un peu des gens qui prennent le pas sur le film et qui commencent à porter le film. Là, c'est un peu les ados qui, comme tu as dit, elles portent un peu le film. Puis dans Needs Island, c'est ce couple un peu, puis le colonel, je crois, c'est ça ? Révérend. Ouais, le révérend. Et du coup, bref, j'ai perdu ma... oui, mais bref, que vous avez à chaque fois, du coup, un peu ce truc où vous êtes attentif aux gens que vous captez et que, en fait, les gens qui vous intéressent ou qui vous touchent peut-être, ils vont finir par... vous allez un peu adapter votre montage et les présenter. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça se passe au montage, finalement, quand vous regardez vos rushs Tu veux dire que les personnages s'emparent du film ? Absolument. Bah oui. Oui, bien sûr, c'est un peu le Graal. Enfin, je pense qu'aussi ça vient aussi de notre posture, nous trois. C'est que je pense qu'aussi on aime bien se mettre vraiment dedans, qu'on n'est pas tellement des gens qui se mettent à distance. Bon, après, c'est un peu à prendre des pincettes ce que je dis, parce que peut-être sur le dernier projet, quelque part, on est très à distance, mais peut-être en fabriquant le film, non. Mais auparavant, en tout cas sur Needs Island et la vraie vie, je pense qu'on essaie toujours d'être au plus proche des gens. Et puis on essaye aussi d'être surpris. Voilà, parce qu'évidemment, on écrit, on scripte un petit peu, mais on veut trouver des choses qu'on n'a pas pensé au départ. Donc ça amène ce truc-là, ouais, et puis vu qu'on est toujours dans des histoires assez méta, on va dire quand même, de film dans le film, de jeu dans le jeu, de jeu dans le film et dans le jeu, d'internet qui n'existe plus dans un jeu vidéo, enfin voilà, ce genre de paradoxalité. Effectivement, ouais, ça nous aide à fabriquer des articulations qui sont autour des gens qui manipulent cet espace, quoi. Et enfin voilà. Et puis je crois que ça s'est un peu fait dans le process de... Je me rappelle qu'au début, quand on a commencé à être intéressé par les jeux vidéo pour faire un projet, il y avait presque plus l'envie de documenter genre un territoire ou un médium ou quelque chose, de planter une caméra et voir ce qui se passe. Et en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'était plutôt les gens qui y habitaient en fait, sur ce territoire qui nous intéressaient. Je pense que très vite, après, tous les projets ont été très liés au-delà d'un dispositif ou d'un territoire, un terrain d'expérience. C'est aussi des gens, vraiment le sujet, quoi. Et ouais, moins effectivement, il passe à l'image plus ou moins bien. Après, tu t'en rends compte aussi en des rushs, en montage, et c'est aussi des décisions que tu recastes un peu en montage en disant, bon, bah, ce personnage... ça n'a pas trop marché finalement, ou moins que ce qu'on espérait. Il y a quelque chose d'autre qui a pris le pas. Ce qui peut être des fois même cause défaut, parce que ça nous demande de retourner aussi des choses, de revoir après. Mais je pense que c'est quelque chose aussi qui est propre au documentaire, surtout des documentaires où il y a des personnes qui deviennent un peu personnages aussi. Je pense qu'on s'attarde aussi pas mal là-dessus et ça compte, quoi. Après, c'était un peu différent pour la vraie vie, ça, avec par exemple, le personnage d'Emiliano, qui est l'ami de Victor dans la série. On avait rencontré un personnage très similaire en repérage avant, et on l'a écrit comme ça, et puis après on l'a retrouvé, quoi. C'était vraiment les lignes, les grandes lignes qu'on avait écrites sur cette personne se sont retrouvées existantes dans la réalité du jeu et tout ça. Donc des fois, ouais... c'est aussi du repérage et de la recherche qui permet de savoir si on va tomber juste ou pas, et essayer de ne pas perdre trop de temps sur des trucs qui ne marcheront pas. Mais ça, c'est l'expérience. Ce que j'aime beaucoup dans tous vos films, c'est qu'on a vraiment l'impression vous avez du respect pour le jeu vidéo en tant qu'espace. Vraiment, Needs Island, c'est un documentaire sur DayZ et même sur les paysages du jeu qui sont pas forcément magnifiques quand on compare à d'autres jeux vidéo, mais vous voulez... Ça dépend pour qui. Oui, c'est ça, mais il y a des couchers de soleil qui sont super beaux, en fait, et l'esthétique du jeu, vous dites, bon, non, en fait, ça, c'est beau, et vous le prenez au sérieux, vous n'êtes pas, du coup, dans une recherche je trouve que c'est ça qui est super intéressant, en fait. C'est moins théorique, effectivement. On se tarde pas. En fait, même Needs Island ne parle pas forcément du jeu vidéo et du monde du jeu vidéo et tout ça. C'est vraiment tellement niche et précis que c'est pas ça le sujet principal. Ça devient un espace juste dans lequel une histoire peut avoir lieu et des axes intéressants émergent dedans, quoi, à l'intérieur.
Et en même temps, tous les films, ils sont reliés à nos expériences à nous, où du coup, il y a de l'émotion, de l'affect qui s'est passé. Et tu filmes jamais... Enfin, tu vois, un truc où on s'est baladé je sais pas combien d'heures dans Daisy à chercher des choses, à jouer aussi, tu vois, avec le système du jeu pour pouvoir survivre dedans, pour pouvoir tourner le film. Du coup, à un moment, tu as quelque chose où en fait, tu l'aimes bien un peu cet univers-là. Tu y as passé tellement de temps que tu t'y habitues, tu trouves des bonnes choses et tu le filmes différemment, du coup, quoi. Qu'il y a une tendresse à chaque fois quand même parce qu'on le vit, on est dedans, on n'est pas trop éloigné finalement de... Ouais, parce que de toute façon, pour faire un film pendant 6 ans dans un jeu, t'as intérêt à un peu kiffer quand même le jeu, je pense. Enfin, en tout cas, il y a forcément quelque chose qui t'attire, etc. Et finalement, au début, on voulait faire quand on a fait Nice Island, il y avait 3 jeux. Enfin, on voulait peut-être utiliser 3 jeux. Et puis finalement, on est vraiment tombé à la fois on a été un peu hypnotisé à la fois par le jeu lui-même, puis par les joueurs qu'on y a rencontrés. Et après, voilà, ouais, je pense que c'est important de... Moi, en tout cas, DayZ, je trouve ça assez fou, la lumière, parce que... Enfin, il y a un truc que j'aime bien... Enfin, j'aime bien l'idée en fait, des fois, DayZ, dans la journée, c'est genre, quand il fait pas beau, c'est un peu comme quand il fait pas beau dehors. En fait, c'est pas ouf. Et des fois, dans DayZ, c'est comme ça. Tu marches et en fait, bah, voilà, c'est comme ça. Et en fait, du coup, c'est hyper réaliste. Parce qu'il n'y a pas de ça sublime pas, ouais, il n'y a pas de sublimation du réel. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Dernière question, vu que c'est bientôt l'heure. On l'a un peu dit, moi, je joue pas beaucoup aux jeux vidéo. Alex, oui. Et pourtant, on a les deux beaucoup aimé vos films. Et je trouve que ça, c'est assez fou. Enfin, moi, j'avais jamais regardé le jeu vidéo comme ça. Et en fait, je me demandais tout simplement, est-ce que c'est des retours que vous avez eu un peu du public qui a vu vos films? Est-ce que les gens qui jouent pas trop aux jeux vidéo ont aussi aimé? Ou c'était que pour les initiés? Ah, vraiment, hein. Ouais, en fait, ce qui était étonnant, c'est les générations. En fait, on n'avait pas prévu, je pense que personne prévoit ça, de quel type de public tu vas toucher ou à qui tu t'adresses exactement, quelle génération à qui tu t'adresses, tu vois. Et finalement, j'ai l'impression que ça sort vraiment des carcans des gens qui jouent aux jeux vidéo, quoi. Bah, de manière générale, je dirais que ça plaît plus à des gens qui jouent pas trop. Je pense je vais faire une généralité parce qu'il faut bien en faire une, je pense. Non, mais c'est intéressant parce que c'est aussi un truc qu'on a visé. Nous, en étant aux Beaux-Arts, à la base, je pense qu'il y a un truc aussi presque un peu performatif de te dire tu vas mettre des images de jeu dans une salle de cinéma qui n'est pas le lieu qui accueille ça normalement. Un peu bêtement, il y a cette idée-là. Donc en fait, on savait, en même temps qu'on voulait le film, qu'on allait taper dans un public plus de festivals, de cinéphiles et tout ça. Et c'est pas forcément les gens qui jouent le plus au jeu. Donc on a aussi quand même rapidement... Et nous, on n'était pas non plus particulièrement de ce monde du jeu en ligne. Daisy, on connaissait pas énormément avant. C'était pas un truc très personnel qu'on voulait raconter avec ça non plus. C'était une exploration. Et du coup, ça se partage. Et du coup, on savait qu'on allait aussi toucher un public qui était à des moments aussi proche de nous. C'est-à-dire qui jouait pas forcément à ce jeu-là et qui était pas à fond dans les trucs forcément, quoi. Donc c'était un peu... c'est pas maîtrisé, mais voilà, quoi. Il fallait retourner la chaussette, c'est ça que Exactement. Il est l'heure de retourner la chaussette. Ah bah c'est bien, c'est une bonne phrase. Ça coupe parce que... On va le mettre en highlight de l'entrevue. Non. Ça est filmé comme et un les caleçons poisson. aussi, on coupe. Non, on peut te dire comme... Il assume plus maintenant. Non mais caleçons plus chaussettes, ça veut dire. Bah justement, c'est complémentaire. Ok, on va vraiment finir là-dessus. On se met à nu pour faire des films, quoi, c'est ça? Exactement. C'est beau, métaphore. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était très de chouette rien. de Avec discuter plaisir. avec vous. Et puis voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.